Le web est devenu un géant indispensable, rempli de coins sombres et de pièges sournois. Chaque jour, des milliards de personnes naviguent sur cette toile aux ramifications multiples. On entre par une porte pour aller voir le contenu d'une pièce, on en ressort pour aller voir ailleurs, et à chaque fois, on laisse une trace, et parfois même une porte entr'ouverte sur notre intimité. Tout au long de cette série, on va rencontrer des individus qui gravitent autour de ce monde encore méconnu et secret des hackers. Certains travaillent pour une bonne cause, d'autres sont des criminels. Et si les conséquences de leurs actions ne sont pas toujours visibles, elles sont bien réelles. Notre identité numérique est à peu près aussi bien protégée que la forêt boréale. Tout le monde peut s'y promener, mais il suffit d'une étincelle pour tout faire disparaître. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui peuvent prendre le contrôle de vos données. Alors, Sylvie, on est ici dans un café. Et on va effectuer une attaque qui s'appelle Man in the Middle, l'homme du milieu. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce qu'on va faire, Mathieu, c'est qu'on va brouiller les ondes de l'Internet sans fil du café. Puis avec notre autre équipement, on va simuler un Internet sans fil portant le même nom que l'Internet sans fil du café juste ici. OK, donc pour les gens qui sont à l'intérieur, qui sont branchés, c'est comme si vous vous substituiez au réseau qui est là. Ils verront pas la différence. Il va seulement avoir une très petite coupure, mais ça arrive souvent à la maison, donc c'est normal pour les gens. Puis le nom qu'on simule, c'est le même nom que le café, donc ça va être à peu près transparent pour les utilisateurs. Est-ce que c'est facile à faire, ça, une attaque comme ça? Oui, c'est très facile à faire. Donc, des néophytes peuvent même réussir à faire ça. Là. Ça prend l'équipement, un peu de connaissances techniques, mais c'est dans les attaques assez facile à faire. Bon, ben j'ai très hâte de voir ça. New agent deployed. C'est difficile d'avoir un portrait robot unique des pirates informatiques parce qu'il y a plusieurs sous-catégories de pirates informatiques. Il y a le pirate informatique qui est un pirate fraudeur, délinquant, donc qui va essayer justement de s'emparer de numéros de carte de crédit, de numéros de compte bancaire. Et lui, c'est un entrepreneur. Donc il est là pour faire de l'argent, il est là pour gagner sa vie. Alors là, si je comprends bien, ce qu'on voit, c'est vraiment la navigation de quelqu'un qui est dans le café, l'autre côté. Là. Oui, on a injecté du code malicieux sur l'ordinateur d'une cliente à l'intérieur du café. Maintenant, on voit que dans son compte Facebook. Puis on la voit écrire des statuts. Est-ce qu'on pourrait, en fait, en théorie, faire une demande d'amis à sa place? Oui, on pourrait faire une demande d'amis à sa place, prendre le contrôle de son compte Facebook quand elle a terminé, pas qu'elle s'en rende compte. Là, c'est sûr qu'elle est très active présentement sur Facebook. Et là, si on change d'écran, OK, là, c'est peut-être un peu plus sérieux, cette chose-là. On voit le compte de banque de quelqu'un. Oui, on a une personne qui est en train de faire des transactions en ligne présentement dans son compte de banque, en train de payer les factures de ce mois-ci. C'est incroyable. Là. Oui. Et donc, tout ça, ça prend un matériel vraiment de base, là, puis on a accès à ça. On pourrait prendre ses mots de passe à cette personne-là. On pourrait voler une partie de son identité. Là, oui, on pourrait voler une partie de son identité. On est capable de capturer ses mots de passe. On est capable aussi dans son compte Facebook, probablement qu'on a là, on a maintenant son nom. On va aller voir sa date de naissance qui est souvent affichée sur le Facebook. Si on continue peut-être plus loin, la personne elle va peut-être elle aussi aller dans son compte en banque. On peut peut-être voir son adresse puis monter un profil sur l'identité de cette personne-là. Fait que morale de cette histoire-là, dans un café, allez pas sur le sans-fil public. Restez donc sur votre bon vieux 3G. Ça devrait vous aider. Bon, en tant qu'individu, il n'y a pas grand-chose qu'on a à redouter, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de toute façon pour se protéger parce qu'on est souvent très mal équipé pour faire face aux risques et aux menaces qui se posent à nous. Alors peut-être ce qu'on doit faire, ne pas avoir peur parce que ça fait partie de notre nouvelle réalité et les chances de toute façon qu'on qu'on soit victime restent relativement minces. Excusez-moi. Est-ce que tu t'appelles Étienne Pierrard
Gosselin? Oui. Ouais. Est-ce que tu t'appelles Luce Tremblay-Godette? Ouais. Je voulais vous dire qu'on vient de vous pirater. On a substitué un réseau à celui du café ici et on était capable d'aller voir vos mots de passe. On était capable d'aller dans vos ordis, voir les onglets qui étaient ouverts. On a vu vos courriels. On a vu ce sur quoi vous étiez en train de travailler. Toi, tu étais en train de payer des trucs sur ton compte de banque, c'est bien ça? Ouais. Tout était sur ton Facebook. Ah, ben c'est ça. Juste pour vous dire de peut-être faire une petite mise en garde quand vous êtes dans des cafés, essayer d'éviter peut-être les réseaux publics. Des fois, ça peut être traître. Fait que pensez-y. On ne peut pas vraiment affirmer que la technologie est au service de la délinquance, mais la délinquance exploite la technologie de la même façon que les entrepreneurs, les startups le font. Et donc, on ne devrait pas être surpris que les délinquants soient aussi innovants, aussi capables d'ingéniosité pour exploiter la technologie à leur propre bénéfice. Souvent, les informations personnelles, c'est des choses qui nous sont demandées dans un contexte qui nous semble très normal. C'est de remplir un formulaire pour une demande, pour quelque chose. Là-dedans, on va inclure des informations comme une date de naissance ou un numéro de carte de crédit. Une carte de crédit, évidemment, ça peut changer, on peut changer ça, mais une date de naissance, on est pris avec pour le restant de notre vie. Alors, on est ici devant un dépanneur et là, on s'en va faire du mal. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Ben, on va utiliser un lecteur de cartes ici pour récupérer des numéros de carte de crédit. Ah oui? Il y en a aussi À distance. à distance, à quelques pouces. Il faut qu'on soit vraiment collé. Ça se fait aussi sur les téléphones intelligents. Maintenant, ils sont munis de lecteurs de proximité. Puis, on va rejouer les numéros de carte de crédit qu'on va avoir capturés de nos cibles à l'intérieur du dépanneur sur une carte qu'on va utiliser pour payer une fois rendu à la OK, caisse. et ça, c'est une carte quand même un peu spéciale Oui. parce qu'elle a un Elle est fil. modifiée pour rejouer les numéros de carte de crédit qu'on va avoir capturés. OK, donc ça, c'est une carte émettrice comme les autres cartes, sauf qu'on peut mettre n'importe quel autre numéro Oui. à l'intérieur. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'attaque-là? Ben, c'est assez facile à faire, donc il faut être vigilant pour que ça arrive moins souvent, vu la facilité de le mettre en place et de l'exécuter. Se protéger contre le clonage, c'est quand même quelque chose qui est difficile dans le sens où on ne peut pas enseigner aux gens d'arrêter d'utiliser leur carte ou d'être hyper vigilant, d'aller dans un commerce puis de regarder des choses pour essayer de déterminer si c'est un vrai système de points de vente. Alors, c'est inévitable qu'on va se faire avoir à un moment donné. Fait que si quelqu'un nous bouscule dans un dépanneur, c'est peut-être un hacker. Ça pourrait être un hacker. OK, on va être sur nos gardes. Bon, ben, on s'en va pogner des numéros? Oui. Parfait. Ouais, on dirait des vrais numéros, hein? Les usurpations d'identité, ça peut aller extrêmement loin jusqu'au mandat d'emprisonnement pour des contraventions. Je suis à l'intérieur du dépanneur. J'ai une ou deux cibles potentielles en vue. Ça semble très bon. Ouais, on dirait des vrais numéros, hein? Bonjour. Bonjour. C'est tout? Oui. Ah, tiens, Mathieu, j'en ai une deuxième. OK, wow. Ouais, je vais payer par carte de crédit, s'il vous plaît. C'est parfait. Merci. Merci. D'abord, les fraudeurs ne sont pas forcément enclins à utiliser des techniques très très sophistiquées pour rentrer dans des systèmes ou pour obtenir les informations qu'ils recherchent. Souvent, ils obéissent à la loi du moindre effort, donc utiliser les faiblesses humaines et d'exploiter notre propension à faire ce qu'on nous demande de faire sans trop poser de questions. Question de même, là, je suis pas intéressé du tout, là, mais si on veut pirater une maison, comment on fait?
On va s'attaquer au réseau sans fil de la résidence. Souvent, les gens sont pas très connaissants au niveau technique. Ils vont installer le routeur sans fil avec le compte par défaut, le mot de passe par défaut. Donc, c'est des comptes très connus des pirates. Admin. Admin, pas de mot de passe. Ils vont installer le routeur sans fil non sécurisé, pas de mot de passe pour entrer sur leur Internet. Ou ils vont mettre un mot de passe tellement facile à deviner, comme le même nom que le nom du routeur, que ça va être facile de rentrer sur leur réseau de la résidence. I created private Wi-Fi because it became clear to me that Wi-Fi was going to become the connectivity of choice. After all, it's essentially free, it's ubiquitous, but most, at least all public Wi-Fi is inherently insecure, and that was obviously going to be a significant security issue that people were going to have. And in my view, it was, and still is actually, the largest unmet security need for consumers, at least, in the industry today. Les introductions dans notre vie privée, c'est pas comme les introductions par effraction dans un bâtiment. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de dégâts. Mais une fois que notre identité a été violée, c'est très difficile de revenir en arrière et les ravages peuvent être considérables. J'ai perdu mon portefeuille, donc perdu mon numéro d'assurance sociale, qui en a découlé une histoire d'horreur, en fait, où je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup, tant au niveau de mon permis de conduire que mes comptes bancaires. Ce type de fraude s'appelle les usurpations d'identité. En fait, on croit que c'est seulement un dossier, mais ça devient extrêmement tentaculaire, en fait. Parce qu'on peut parler de permis de conduire, de comptes en banque, de comptes cellulaires, les compagnies de câbles. Ça peut aller extrêmement loin jusqu'au mandat d'emprisonnement pour des contraventions. Le maillon le plus faible en sécurité, ça va toujours demeurer ou être la personne. Parce que 90% du public n'ont pas une crainte de sécurité. C'est des gens sûrement bien honnêtes qui ne peuvent pas prévoir l'impact des mauvaises décisions. Ils ne savent même pas que c'est une mauvaise décision de faire une action ou une autre. Bon, ça fait très cinéma, là, ce qu'on voit ici, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces écrans-là? Think about this for a second. Wi-Fi signals are just radio waves. And all you need in order to intercept those signals is a device turned to the right frequency. But what happens is that with private Wi-Fi, while the hackers can still listen to your signals, they're encrypted and they're useless. Private Wi-Fi works with encryption, and encryption is the only way to protect yourself for this kind of hacking. Ce qu'on a ici, là, c'est peut-être un petit peu plus préoccupant parce que ce qu'on voit, c'est un accès à la maison qui est juste là. Oui, on a eu accès au réseau sans fil de la maison qui est juste en arrière de nous. Et là, comment on peut rentrer, par exemple, dans ce réseau-là? Bien, tu me parlais tantôt que tu voulais voir si on était capable d'accéder à certains objets intelligents. Ben, on voit la caméra de la télé intelligente, on voit les enfants présentement qui sont en train d'écouter la télé. On voit pas ce qu'ils écoutent, mais on les voit qui sont devant la télé. Oh, wow, OK, non, mais c'est vraiment préoccupant, là. OK, et ça, c'est une autre fenêtre, mais là, il y en a une autre. Il y a donc bien des caméras dans cette maison. Oui, qu'on a juste ici, on a exploité une vulnérabilité sur une caméra IP. On peut les voir présentement. Ils ont l'air d'aller faire du camping, peut-être pour le long week-end. Ils sont en train de pacter leur sac de couchage. Et à partir de ça, vous seriez capable, avec un peu plus de temps, d'entrer plus loin dans l'intimité des gens, d'avoir accès à des systèmes peut-être plus sensibles. Oui, sur le réseau, on est capable de voir les ordinateurs personnels des gens, les iPads, les téléphones. Et donc, tout ça à partir d'un camion blanc stationné dans la rue en face de chez quelqu'un? Oui. Ouais, je vais aller fermer mon routeur, je pense. En 2013, Emploi et Développement social Canada a perdu un disque dur contenant des renseignements personnels de 583 000 personnes bénéficiaires du programme canadien de prêt aux étudiants entre 2000 et 2006. Les fichiers disparus recensaient le nom des étudiants,
leur numéro d'assurance sociale, leur date de naissance, leurs coordonnées et le solde du prêt. Un des plus gros problèmes dans l'industrie de la sécurité, c'est que généralement, on pense juste aux gros endroits. On pense au gouvernement, mais en premier, on pense aux banques. Et puis la réalité, c'est que nos informations personnelles se retrouvent dans une multitude d'autres endroits. Alors, vous pouvez vous imaginer peut-être la plus grande bannière d'entreprises canadiennes. Et puis moi, je peux vous garantir qu'il y a plein de failles, et puis il y a plein de failles non adressées qui vont demeurer non adressées pour longtemps. Maintenant, je vais aller faire le tour du building, vérifier dans les poubelles ou les bacs de recyclage, trouver des informations personnelles. C'est des informations que souvent les gens sont prêts à payer très cher. Aussi, ils vont l'utiliser pour faire des vols d'identité. Début février 2015, le deuxième assureur médical américain révèle que des pirates ont mis la main sur les dossiers de 80 millions de ses clients. Les noms, les dates de naissance, les adresses, les numéros de téléphone et même les numéros d'assurance sociale sont tombés entre les mains de pirates inconnus et personne ne sait ce qu'ils veulent en faire. Le FBI s'est chargé de l'affaire, mais d'ici à ce que les coupables soient appréhendés, qui sait où ces informations personnelles auront atterri? À ce stade, on ne connaît aucune conséquence grave de cette attaque, mais les informations personnelles pourraient permettre aux pirates de contracter des cartes de crédit ou des prêts au nom des victimes. Au Canada, on n'a pas vraiment de statistiques sur la progression des crimes commis hors ligne versus les crimes commis en ligne. Mais en 2009 déjà, ce qu'on sait, c'est que le tiers des crimes contre la propriété étaient des crimes qui étaient commis en ligne. Et le problème, c'est qu'évidemment, par rapport à cette nouvelle réalité, les services de police n'ont pas la moitié de leurs effectifs. Au Canada, on a à peu près 60 à 65 000 policiers. Vous en avez peut-être 300 qui sont spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité. Maintenant, je vais aller faire le tour du building, vérifier dans les poubelles ou les bacs de recyclage, trouver des informations personnelles. C'est des informations que souvent les gens sont prêts à payer très cher. Aussi, ils vont l'utiliser pour faire des vols d'identité. Il faut penser comme l'attaquant. On dit, si on veut attraper un bandit, il faut penser comme un bandit. C'est sûr qu'il faut être très créatif, avoir de l'imagination, savoir comment les systèmes fonctionnent, les entreprises fonctionnent, comment les gens fonctionnent. Donc, quand on prend les étapes d'une attaque, la première étape, c'est un peu comme dans le monde militaire, ça va être la reconnaissance. Je vais aller voir de l'autre côté du building s'il y a d'autres bacs à vidange ou bacs de recyclage qui sont souvent plus volumineux en arrière des buildings. Bon, explique-nous, là, qu'est-ce que tu viens de ramasser? Bien, une fois qu'on a des informations confidentielles, des noms, des dates de naissance, des adresses, c'est de l'information qui a une grande valeur sur le marché noir, puis les gens sont prêts à payer cher pour ce type d'informations-là. Et aussi, on peut s'en servir pour faire un vol d'identité par la suite. Donc ça vaut cher. Là. Ça vaut cher. Quand vous allez chez votre dentiste là, et que vous lui donnez votre numéro de carte de crédit, est-ce que vous lui demandez mais comment il est protégé ce numéro-là? Est-ce qu'il est encrypté ce numéro-là? Parce qu'un hacker, là, pour entrer là-dedans, c'est le jackpot. Mais tout le monde détient des choses sur nous maintenant. Notre téléphone intelligent nous suit, chaque application qu'on télécharge a accès à toutes nos informations sur les autres applications, sur notre téléphone intelligent. Donc on vit maintenant par défaut dans un monde numérique dans lequel chacun de nos gestes et chacune de nos traces est enregistrée par une organisation. Mais dis-moi, quand on se déplace comme ça, il y a toujours des risques de se faire enregistrer, qu'il y a des oreilles indiscrètes qui écoutent ce qu'on dit? Bien, c'est des gens mal intentionnés qui vont utiliser des logiciels de software defined radio qui vont transmettre et écouter en même temps avec un logiciel qui va émuler une fausse cellule cellulaire pour écouter les conversations parce que là, on va offrir au cellulaire de la personne ciblée une fausse cellule sur laquelle il va se connecter. Et donc, on a l'impression qu'on est branché sur une antenne normale de notre fournisseur, sauf que c'est une antenne par où notre signal est transmis et là, tout est enregistré. Oui, ça tout prend est des écouté. connaissances, ça prend aussi le bon équipement, puis c'est pas des équipements qu'on peut acheter comme ça sur l'Internet, là. Mais ça se peut. Ça se peut.
C'est facile de faire poser la responsabilité sur les usagers. Mais en même temps, au Canada, il y a 4 opérateurs de télécom et 5 banques ou 6 banques, et tout passe par eux. C'est ça la question aussi. Les individus, c'est bien beau. La question aussi, c'est les entreprises, à quel point elles ont pris la mesure des défis et dans quelle mesure elles investissent suffisamment pour protéger nos données. C'est pas l'individu, en réalité, qui devrait réagir là-dedans. C'est nos politiciens puis les cadres de gouvernance. Mais si on prend cet exemple-là, dans une entreprise qui est sur la bourse, bien, pourquoi qu'on n'a pas de groupe de sécurité dans une entreprise comme ça? Ou bien non, pourquoi quand on en a une, elle se rapporte aux gens d'informatique? C'est un conflit d'intérêts. Tu as quelqu'un, un expert en sécurité, qui va te dire que l'informatique est pas bon, mais son patron, c'est le patron de l'informatique. C'est super simple en passant. La majorité des problèmes en sécurité, c'est toujours une solution qui est très simple. Quand on regarde un post-mortem après un incident, c'est toujours gênant. Je pense que ce qui est important de changer, autant sur les réseaux sociaux que quand on reçoit un coup de fil où on nous demande des informations aussi banales que notre adresse, numéro de téléphone, surtout ne jamais donner notre numéro d'assurance sociale. On n'est jamais obligé. Mais là, si je comprends bien, là, ce que tu es en train de me dire, là, c'est qu'on est en sécurité absolument nulle part. Mais non, il faut juste avoir des bonnes pratiques. Il ne faut pas être paranoïaque non plus. Exemple, on choisit un NIF facile à retenir pour nous, qui est, exemple, pas notre date de naissance, mais que les autres personnes ne pourront pas découvrir. C'est nos documents confidentiels qu'on reçoit à la maison, nos relevés de carte de crédit. Il faut les déchiqueter. Nos vieilles cartes de crédit, nos vieilles cartes de débit, il faut les déchiqueter. J'allais dire, c'est le gros bon sens, mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on le sait pas, on n'agit pas nécessairement naturellement comme ça. C'est pas naturel, il faut l'inculquer dans la mentalité des gens. Il faut faire tout le temps de la sensibilisation au niveau de la sécurité. C'est la même chose dans les entreprises. Mais là, il faut le faire à plus grande échelle avec les personnes, monsieur, madame, tout le monde. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Très intéressant tout ça. Tu vas échanger mes mots de passe. Quoi qu'il arrive, il faut toujours faire attention à qui on donne nos informations personnelles. Et tant qu'à faire, essayez donc de ne pas être sur votre compte en banque quand vous êtes sur le sans-fil du café du coin. Et surtout, n'oubliez pas que lorsque vous êtes en ligne, vous êtes toujours vulnérable.